Est-ce que tu savais que si tu es comme moi, un homme qui fait du sexe avec d'autres hommes, multipartenaires, la reco, c'est de te faire dépister tous les 3 mois. Un peu comme le dentiste, détartrage une fois par an, dépistage tous les 3 mois. Et ça, même si tu n'as pas beaucoup de partenaires ou que tu fais pas des trucs super olé olé. Plus d'infos sur le site de mon partenaire, sexosafe.fr. Bisous. Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Lorenzo, tandis que tu bois, prends tout ton temps pour boire. Troisième et dernière partie de ton témoignage, tu m'as dit qu'on a préparé cet entretien que donc toi et moi on s'est rencontrés dans un rassemblement des faits radicales en France en juin dernier. Comment les faits radicaux ont impacté ce cheminement que tu racontes depuis 2 épisodes? Tu veux que je te raconte aussi comment je suis arrivé à les rencontrer, peut-être Bien sûr, mais prends le contrôle, vas-y, ouais. Bien sûr. Non, c'est juste que en fait, c'était un peu parce qu'en fait, j'ai décrit que, j'étais à Londres, les polyamours, du coup, la question, ça devenait plus, j'avais eu des relations, des couples, et j'étais pas réussi à être stable dans plus que ça dans des relations de couple. Ma relation la plus longue, c'était 2 ans. Oui, c'est très bien, hein, mais quand même, je suis jamais arrivé à avoir un sens de vraie stabilité. Et les désirs vers ailleurs, du coup les polyamours, etc. Du coup, j'ai commencé un peu à me questionner sur la façon d'être ensemble, la façon de. Aussi, il faut dire que moi j'avais un grand désir de famille. J'avais recherché l'adoption à Londres quand j'étais avec un copain. J'étais dans une relation, après ça aboutit à rien. Et après, c'est devenu un peu trop tard. Mais en général, pour moi, l'amour, c'est pas que la sexualité, c'est aussi la création d'une entité qui est en fait une famille, on peut appeler famille, mais que ça peut être une famille en sens très vaste. Et du coup, c'est pas forcément des parents avec des enfants. Et du coup, j'ai commencé un peu à rechercher ça et j'ai découvert sur un site, je me souviens plus quel site, mais c'était peut-être c'était Couchsurfing, que je sais pas si tu connais. Ouais. Et en gros, il y avait un profil en fait, il y avait un truc d'un mec gay qui habitait dans une cabane, un petit gîte, une cabane dans les Pyrénées, en France, un mec anglais, et qui proposait de faire un long week-end à explorer l'intimité masculine. Du coup, il parlait un peu, en général, d'un truc comme ça, parler d'intimité, des trucs qui vraiment me parlaient beaucoup. Et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer. Et du coup, je l'ai contacté. Je dis, OK, je vais venir, etc. Et j'ai pris l'avion. Je suis allé à Toulouse. À Toulouse, j'ai pris les bus, je sais pas quoi. Et il est venu me chercher. Et finalement, je me suis retrouvé dans cette petite cabane dans les Pyrénées. Et en gros, et après, il y avait juste un autre mec qui est arrivé. Après, il y a un autre encore qui est arrivé. C'était un peu compliqué. De toute façon, on était
les plus nombreuses qu'on était, il y avait un moment qu'on était 4. Mais la chose, c'est qu'en fait, la cabane a été construite par lui et son ex-copain de façon totalement écologique. Du coup, il avait construit, c'était un truc en bois, tu vois, pour se réchauffer, il utilisait des bois. Il avait des toilettes sèches qui sont, je sais pas si c'est, qui en gros sont la façon plus écologique d'avoir des toilettes. Et pour se doucher, on utilisait l'eau de la pluie. Il avait des panneaux solaires pour l'électricité. Du coup, c'était totalement, comment dire, éco-sustainable. Mhm. Et du coup, après, j'ai beaucoup connecté avec lui. Du coup, cette expérience, c'était pas une retraite que lui organisait, que tu payais. Non. C'était une expérience. Et en gros, c'était quoi? C'est des petits ateliers. Alors, je pense que lui, il avait des intentions qui après n'ont pas abouti à ce qu'il voulait. Mais au début, c'était un peu, toi, se doucher, se laver l'un l'autre pour, toi, faire des petites choses pour se rapprocher et pour devenir plus intime. Évidemment, on parlait beaucoup. Il n'y avait pas genre des ateliers ou des trucs plus spécifiques. Le problème, c'est que les autres personnes, elles n'étaient pas trop dans cet espace. Il y avait une personne qui avait l'air d'être arrivée là parce que pour faire pour être en vacances. Et tu vois, pour avoir une petite vacances à la montagne pas chère. je sais pas. Mais elle n'était pas du tout dedans. Et finalement, avec lui, moi et les mecs, on a vraiment connecté. On a connecté sexuellement. On a commencé vraiment on a commencé à baiser. C'était magnifique. Toi, on s'est vraiment trouvé, non? Et du coup, finalement, ça s'est développé dans, genre, j'ai passé une semaine avec lui parce que après les autres sont partis et finalement, j'ai passé une semaine avec lui. Mais la raison pour laquelle je raconte ça, c'est parce que deux choses. D'un côté, c'est la première fois que j'ai entendu parler des faits. Lui, il m'a parlé des faits radicaux. Et il m'a dit, ah oui, il y a ces mouvements, que c'est un peu comme ça, la nature, etc., etc. Et moi, j'avais, du coup, c'est vraiment la toute première fois que après, évidemment, est restée dans ma tête. Et l'autre chose, c'est que parce que quand j'étais là, vraiment, et c'est pour ça, je pense qu'on a parlé des faits radicaux, et on était, puisque la cabane et tout était organisé de façon éco-responsable. Et en fait, pour la première fois, je me suis vraiment senti une partie du cycle naturel. Et du coup, d'être partie de la nature, quoi. Que toutes mes actions, en fait, c'était en harmonie avec la nature. Et ça, je l'ai senti vraiment très fort. Et du coup, après des années, après je suis débarqué à Paris, etc., etc. Et un beau jour à Paris, un ami italien on était genre on papotait, etc. Il me dit, ah mais regarde, cet été j'ai décidé que je vais aller voir les faits radicaux. Et moi j'ai dit, les faits radicaux, ah bon. Et j'ai connecté les choses et j'ai dit, ça m'intéresse beaucoup. C'est quoi ça? Ah, en fait, il est en maison en France, etc., etc. Je vais voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va donner. Et moi, j'ai dit, et genre, il partait 1-2 jours après. Du coup, je pouvais pas m'organiser à aller tout de suite. Mais j'ai dit, écoute, dis-moi comment ça se passe. Et parce que ça m'intéresse beaucoup. Il est revenu, m'a parlé très bien des faits. Et du coup, dès que je peux, je suis parti à visiter cette maison dans les bois en France, gérée par l'effet radical. Et alors, qu'est-ce que cette dizaine de rassemblements a fait pour toi? Ouais. Alors, au début, c'était pas tout de suite quelque chose d'évident parce que c'était hyper, c'était pas confortable. Vraiment, j'ai pris du temps à m'adapter en fait à l'environnement, etc.
Mais finalement, quand ça a commencé, du coup, je suis allé à plusieurs rassemblements et je pense que les troisièmes rassemblements, c'était les premiers dans lesquels je me suis senti vraiment bien à l'aise, que tout s'était bien passé. Pourquoi tu te sentais pas à l'aise au début? Bah, alors, les premiers, il faisait froid, je dormais dans une tente tout seul, il a même neigé une nuit, c'était horrible. Et en plus, comme pour se laver, en fait, il faut se laver à l'extérieur, je me suis pas lavé tout le temps, genre, les toilettes, c'était bon, bref, et c'était pas confortable à niveau physique. C'était plutôt ça. Les deuxièmes, c'était pas confortable plutôt à niveau psychologique parce que j'arrivais pas vraiment je me sentais pas trop, peut-être que je m'autorisais pas trop parce que moi, petit bourgeois, classe moyenne, etc. Je m'autorisais pas à être, j'étais pas assez hippie ou assez alternative, etc. Jusqu'à quand j'ai compris en fait que en fait l'inclusivité de la culture des faits, c'était vrai en fait, et en fait j'étais totalement le bienvenu et c'était tout dans ma tête. Et alors là je me suis un peu laissé, je commençais à m'exprimer, à être moi-même, etc. Et j'ai commencé à connecter avec des personnes, à avoir aussi des amours, du sexe, etc. Et j'ai découvert, par exemple, un truc que je pense maintenant, c'est fascinant, mais en même temps, je me sens un peu débile. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait une différence, par exemple, entre la sexualité et la sensualité. Et jusqu'à là, franchement, j'avais pas réalisé ça. Même si, peut-être dans la pratique, moi, je pense que, moi, j'adore la sensualité et certainement, c'est incorporé dans mes pratiques sexuelles. Mais là, vraiment, j'ai compris. M'explique. Alors, la sensualité, je t'explique quoi. Qu'est-ce que c'est la sensualité? Tu peux me ramener dans le moment où tu connectes, tu dis qu'est-ce qui s'est passé chez les faits pour que tu te rendes compte de la différence? Oui. Alors, les premières fois, quand j'étais là, et genre, je me regardais autour de moi et je voyais plein de gens qui se touchaient, se prenaient dans les bras, se faisaient des câlins. Et chaque fois, je pensais, tu vois, ils ont une connexion sexuelle, genre, ils sont, je sais pas, ils ont baisé. Dans ma tête, j'ai projeté des choses sur eux parce que pour moi, en fait, c'est câliner, c'est prendre dans les bras ou se toucher tout le temps. Ça voulait dire qu'il y avait une connexion sexuelle. Mm-hmm. C'était un peu un équivalent de j'ai envie de te dire, jusqu'à un certain moment, je pensais aussi que c'est rouler une pelle, ça veut dire que très bientôt on va baiser, quoi. Alors que là, je pense que c'est pas le cas, en fait. Pas forcément automatique. Non. Pour les auditeuristes qui sont complètement perdus, je pense qu'on a quand même besoin de donner un minimum de contexte. L'effet, en gros, l'effet, c'est un mouvement qui vient des États-Unis, années 80, dans l'idée de permettre, je l'ai dit dans l'épisode 1, mais dans l'idée de permettre à des personnes queer, principalement, de se reconnecter. Alors la reconnexion, elle a lieu de plein de façons différentes selon chacune et sa sensibilité, ses besoins, ses envies. Donc c'est concrètement en France une maison avec une forêt autour où c'est pas une retraite où tu payes 2 000 €, c'est pas des vacances, et c'est un lieu où très autogéré, de façon horizontale, des activités, des partages et des expériences émergent du groupe et sont invités. Et le groupe a un fonctionnement de cohésion et d'horizontalité. Donc tu lèves la main pour participer à faire la nourriture, à nettoyer, à prendre soin du lieu, etc. Mm-hmm. T'as l'impression qu'il y a un autre contexte. T'as souvent parlé du rapport à la nature. Oui. C'est un lieu où moi je trouve ça extrêmement confortable. Mm-hmm.
Mais c'est vrai que c'est pas un hôtel, il n'y a pas de chambre, t'as pas de... Enfin, tu peux dormir dans un grenier ou dehors. Et il n'y a pas d'eau chaude ou de salle de bain, c'est ça que tu voulais dire par le confort? Oui, mais après, par exemple, moi aussi, si je vais maintenant, j'ai vraiment plus de problèmes avec toi. Tous Non, mais c'est bien, j'ai bien compris, c'était la au manque de début et confort. tout. Ouais, c'était Mais ça reste. Bah, ça reste basique, quoi. C'est voilà, plutôt, ouais. chiottes, et enfin, oui, oui, j'ai envie de visibiliser Mais- un double Ouais. truc, c'est que à la fois, on pourrait croire. Enfin, moi, je croyais que ça manquait de confort, et une de mes grosses angoisses en venant chez les fées, c'était là, putain, mais moi, en fait, je pense qu'en vrai, je suis un prince, une princesse, genre vraiment, genre s'il y a un truc, enfin genre je vais être super sensible, je vais pas arriver à m'adapter, etc. Et j'étais assez impressionné que par moi-même, j'étais là, mais en fait, je m'en tape. Et le confort, il est dans la puissance du groupe, dans la puissance des gens qui sont là, où en fait, émotionnellement, je me sens soigné, pas toujours, mais il y a des belles rencontres. J'ai jamais aussi bien mangé. La nourriture est un délice, avec toujours des cuisinières et des cuisiniers qui lèvent la main et qui sont en capacité de faire des... Qui sont les personnes qui participent. Ouais. En fait, c'est tout basé sur la co-création, en fait. Ouais, exact. De la nourriture à les ateliers ou les choses, les activités qu'on peut faire. Du coup, les groupes est essentiel. Et il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien de ça. Et, ouais. En tout cas, il y a une tentative d'absence de hiérarchie visible. Mais bon, comme dans tout groupe Puma. Oui, bah, après, il peut avoir des petites dynamiques. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter un autre contexte? Parce que du coup, je reviens à ton propos de sensualité versus sexualité. Il y a plein de moments, et moi je l'ai vécu aussi, et encore là, à notre dernier rassemblement il y a quelques temps, j'ai vu des gens se toucher, se faire des câlins. Et moi aussi, j'ai l'automatisme d'antenne de dire, tiens, il s'est passé quelque chose entre eux. Oui. Et non, mais non, ouais. C'est-à-dire... À l'aspect spirituel, excuse-moi, dans le contexte, oui. Je dirais peut-être qu'il y a un lien avec, alors pas de religion, mais moi qui suis très peu spirituel, il y a quand même un truc magique. Oui. Il y a quand même un truc, je sais pas, tu voudrais mettre des mots sur ce que ça veut dire? Alors, pour moi, l'aspect spirituel est un aspect très, très ouvert à la spiritualité de chacun. Et du coup, ça dépend vraiment des... Mais c'est vrai qu'il y a, comment dire, à niveau culturel, une valeur vers la spiritualité. Le fait d'avoir des croyances et des sentiments qui vont au-delà de nos corps. Et... Une connexion à soi, une connexion à l'autre, une connexion au lieu. Bah, tu vois, là, tu es en train de parler de ta spiritualité, probablement. Okay. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Pour toi, c'est quoi? Mais pour moi, justement, pour moi, il y a certainement la connexion avec la nature. Du coup, la chose que j'ai décrite avant, que quand je me suis senti pour la première fois à partir du cycle de la nature, moi, quand je suis à Voltaire et je suis dans la nature, en fait, c'est... Voltaire qui est le nom. Hein? Voltaire qui est le nom du pardon. sanctuaire. Oui. Tu voudrais qu'on bip? Non, ok, ça marche de toute façon. Je pense que tu as déjà fait des épisodes dans lesquels il est nommé, mais... C'est un dernier contexte, et j'ai pas oublié le point que tu vas dire, c'est que c'est une culture qui cherche à se répandre par le bouche à oreille, qui cherche à être accueillante, et qui pour autant veut pas être à la une des médias, veut pas être dans un marketing, et veut... En fait, si les gens se sentent appelés, les technologies actuelles permettent de retrouver facilement le site du pays dans lequel tu es, et les invitations sur le site sont assez claires. Et à la fois, c'est aussi un peu mystérieux, et c'est volontairement pour peut-être pas écraser l'expérience de quelqu'un, parce que toi et moi, on raconte quelque chose qu'une troisième personne pourrait dire c'est absolument pas ça l'effet radical. Et c'est beau, et c'est bien. Mais aussi pour protéger l'effet que c'est un lieu safe. C'est un lieu, et le fait qu'il soit safe, qu'il soit protégé, c'est important pour permettre à chacun et chacune et entre nous de pouvoir librement s'exprimer
et expérimenter des choses et se sentir totalement en sécurité. Du coup, c'est pour ça que c'est assez délicat de protéger à niveau médiatique un peu les lieux. Et du coup, on parlait de la nature. Ouais, et la spiritualité, la nature, et pour moi, le cycle de la nature, quand je parle quand je suis à Voltaire, parfois, je me sens vraiment partie du cycle de la nature, aussi le fait que c'est une culture qui a énormément de respect pour la nature. Et en fait, c'est une culture qui ne met pas les hommes, l'humanité avant de la nature, mais plutôt qui met l'humanité comme partie de la nature, en fait. Du coup, tout ça, ça me donne un peu un sentiment de connexion avec la nature, aussi parce que les lieux, un lieu naturel magnifique, il y a des bois, des arbres, des lacs, c'est vraiment superbe. Et du coup, me sentir partie de la nature, ça veut dire aussi, c'est un sentiment qui pour moi est hyper apaisant, parce que je te donne un exemple concret. Moi, je me suis trouvé plusieurs fois à penser à la mort, par exemple, quand je me suis trouvé là à ma mort, la fin de mon corps, en fait. Et Voltaire, particulièrement. Oui. Du coup, qu'est-ce que ça passe quand je meurs et finalement, l'idée que mon corps, ça est parti de ces cycles et que du coup, tout a de voir autour de moi les choses qui commencent et qui terminent. Du coup, là, il y a plein de morts dans la nature, des créatures, des arbres, des plantes, des animaux qui meurent tout le temps. Ça me rassure parce que je ne sais pas pourquoi. C'est parce que en fait, ça me fait penser à que la mort est peut-être autant simple que ça. Du coup, qu'il ne faut pas trop... que je ne dois pas trop me préoccuper, que ça va arriver, ça va être un truc naturel. Et bon, je suis part d'un cycle qui est un cycle magnifique, que c'est la nature. Du coup, c'est quelque chose c'est un pensement qui est très apaisant pour moi. Et ça, c'est un peu un côté spirituel. Et de l'autre côté, c'est la connexion avec les ancêtres. Et du coup, et aussi je ne sais pas si on dit ça en français, mais l'intergénérationnalité. Et du coup, le fait qu'en fait, tu es entouré des personnes de tout âge, et du coup, des gens très jeunes, jeunes, c'est-à-dire la vingtaine, et à des des plus âgés, même plus de 70 ans. Et l'effet que, en fait, on est tous là connectés, c'est d'un côté, évidemment, ça crée un esprit de communautaire, mais aussi, ça ajoute un truc qui est plutôt spirituel, qui va vraiment au-delà d'une personne seule, l'effet qu'on est tous connectés. Et en plus, les ancêtres, parce qu'il y a un lieu qui s'appelle... il y a un lieu qui s'appelle l'arbre des ancêtres, qui est un grand arbre magnifique dans la forêt, qui est en gros, on utilise comme lieu pour se connecter avec les personnes qui sont plus physiquement là, mais qui sont venus et qui ont lutté, surtout les personnes qui ont lutté pour conquérir des choses dont on profite aujourd'hui. Et du coup, l'effet de honorer ça et de se connecter à cette personne, se rassembler et en plus de penser que, en fait, ça va être notre destin. Du coup, quand un jour on ne serait pas plus là, en fait, on peut avoir l'espoir qu'on est arrivé à faire des choses qui
qui vont, dont autres personnes après nous vont profiter. Pour moi, ça, c'est un truc hyper puissant et hyper spirituel. Je fais le lien, moi, entre... et dis-moi ce que t'en penses. Le lien entre petit Lorenzo, qui a grandi, on lui a dit, c'est pas naturel, tu fais pas partie de notre cycle de la vie. Et en plus, t'es seul. Et là, fast forward, avance rapide, t'es dans un lieu où tu fais partie d'un cycle des vivants et des morts, d'une grande famille avec les générations, un espace vivant, naturel, et ben t'es pas seul. Oui. Bah, oui. Moi, je ressens vachement ça quand je vais. Moi aussi, et ça me touche même t'écouter dire ça, que c'est certainement quelque chose qui me parle. Et oui, certainement, ouais, c'est vrai. Et en plus, pour moi, c'est... Toi, le dernier rassemblement, j'ai eu un moment que... en fait, il y avait des partages par des personnes qui étaient plus de 70 ans, côté à côté avec quelqu'un qui était très jeune. Et tu veux dire des partages, il racontait quelque chose. Oui. Et bon, il y a là, je peux pas rentrer dans les détails évidemment, mais il y a, j'ai vu des réactions des émotions énormes de la personne jeune par rapport à les choses que les personnes plus âgées racontaient, et voir cette connexion, pour moi, c'était un truc tellement émouvant. Et en fait, j'ai pleuré comme c'était un truc hyper puissant. Et pour moi, cette intergénérationnalité est vraiment un truc que j'aime profondément, en fait. Ça me parle énormément parce que j'ai l'impression que toi et moi, on fait partie de la première génération out. Donc en fait, je vais pas parler pour toi. Moi, je n'ai aucun ancêtre. Je n'ai pas de référent. Je n'ai pas de référent historique. Enfin, les personnes queer ont existé avant moi, mais dans ma lignée familiale, dans le cycle naturel, je suis le premier. Et moi, je me connecte vachement à ce que tu dis. Moi, quand je suis à ce rassemblement, moi, j'ai des automatismes que j'ai observés. Je vais tomber amoureux le premier jour de quelqu'un, ou en fait crocher sur une personne et créer comme ça une focale, parce que je suis très inquiet, parce que je suis intimidé, parce que je sors de ma zone de confort, et puis parce que pour moi c'est un lieu, le lieu en France, il est magique, il est secouant, et je pense que je flippe. Enfin, moi, juste avant de partir, je flippais comme jamais et tout, comme j'ai rarement flippé et tout. Enfin, j'avais peur. Et il s'est passé... Il y a eu un avant et un après, donc je drague et tout les 2 premiers jours. Je suis un peu dans la drague, le sexe, etc. Il y a un retournement de situation que je pourrais raconter ou pas. On verra si j'ai le temps de le raconter. Et soudainement, je me suis rendu compte, en fait, je me sens pas du tout dans un désir de sexualité et de drague. Je suis pas là pour ça. Et soudainement, j'ai vu les vieilles fées. Je les avais invisibilisées dans ma chasse automatique. C'est intéressant. Soudainement, j'ai vu ces fées âgées et je me suis dit, ah, mais c'est elle. Enfin, pourquoi Ouais. Et j'étais très triste. Alors, je pense que je les ai jamais vues, les vieilles fées, donc j'ai jamais appris à les voir. Et je pense aussi que dans ma chasse de sexualité, j'étais pas attiré par elles. Et après, j'ai eu des liens avec elles magnifiques. Et je leur ai posé plein de questions, enfin, notamment à une où j'ai demandé ta sexualité, on s'est raconté plein de trucs, etc. Et j'étais là, il est là, le grand-oncle, il est là, le grand-père, ou il est là, tu vois, ce membre de ma famille qui aurait... Il est là, comment dire, petit Guillaume à 70 ans. Hein. Ouais. C'est-à-dire que
que là, ça te donne l'opportunité aussi de te projeter à ce que tu serais. Ouais. Et ça, pour moi, c'est tellement précieux d'avoir des modèles, d'avoir des façons de s'imaginer le futur. Ça, c'est vraiment hyper... magnifique. Ouais. Vachement Totalement. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as vécu ce rassemblement qu'on a partagé? Est-ce que tu as ressenti plutôt un process de lâcher prise, de sexe, de légèreté, de vacances, dans le sens un peu mettre en vacances ses pensées, s'alléger, ou au contraire, moi j'ai vécu comme moi un processus vraiment de guérison, de réparation intime perso? Est-ce que au final tu étais totalement déconnecté et pas présent? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce rassemblement-là? Alors, déjà, c'est jamais des vacances. C'est pas, c'est pour moi, à la Folter, je les vois pas comme en vacances du tout. C'est une espèce déjà de travail, mais c'est pas que du travail, mais il y a toujours pas mal de travail sur moi-même, parce que quand je suis là, en fait, certaines choses, l'absence des constraints, des règles, il y a quand même quelques règles, mais la liberté dont on peut profiter, c'est énorme. Et du coup, et le fait qu'on sort aussi de notre constraint quotidien de nos vies, ça nous met dans une situation. On est dans la nature, on est avec des personnes très bienveillantes, très très intéressantes, d'un certain, avec qui on partage pas mal de valeurs. Et du coup, tout ça. Est-ce que ça t'a travaillé là? Ça me met immédiatement dans un état de vulnérabilité. Et ce rassemblement en particulier, à un moment donné, je suis vraiment descendu dans moi, dans des lieux assez profonds dans moi, des blessures liées surtout au rejet que j'ai reçu dans ma vie et le fait que ces rejets me portent à comment dire, avoir des problèmes, je parle de problèmes, des niveaux d'estime de moi qui parfois sont vraiment très très bas. T'as eu des souvenirs de certains rejets ou certains types de rejets qui te sont revenus là? Non, rien de nouveau. Plutôt des... Non, rien de nouveau. T'avais en tête quel rejet? Pour moi, le rejet principal, c'est mon père. C'est un peu... Quand je l'ai dit, j'ai l'impression que c'est un peu cliché, mais c'est un peu ça. Mais c'est surtout ça, en fait. Et du coup, il y a un moment que, en fait, j'ai pu observer, en fait, très clairement comment mon cœur se sentait, comment je réagissais à certaines choses, comment je réagissais au rejet, comment j'étais blessé, mais en même temps, il y avait une autre partie à moi qui réagissait, il y a une partie aussi forte à moi qui protège mes blessures. Il y a plusieurs choses. Mais du coup, de pouvoir voir ça et être en contact avec ça et de rester avec ça. Ouais. Et de rester avec ça et de lui donner de l'espace et pas réagir aller en cherchant je sais pas, du sexe ou quelque chose pour les couvrir et plus les sentir. Oui. Mais simplement rester là, sentir ces blessures et ces petites douleurs. Petites douleurs, c'est vrai. Ouais, c'est douleur. Pas trop petit, mais quand même rester avec et apprendre à aimer ça aussi, de moi-même. Parce que pour moi, ça, c'est quelque chose de
de très important, en fait, Oui. apprendre à pas rejeter, mais aimer certaines blessures à moi. C'est une façon importante d'évoluer sur laquelle je cherche de travailler. Du coup, ouais. Ah, mais non, mais franchement, t'as mis en mots mon expérience. Parce que déjà dans le monde réel, j'ai un nombre de distractions, j'ai pas besoin de les lister, toutes les activités que je peux faire, mon téléphone, Grindr, les notifications, le travail. Il y a un truc tellement puissant dans cette bulle, et cette bulle queer, c'est-à-dire, moi, ma vulnérabilité, je suis dans un espace en sécurité. Mhm. Et donc, en fait, je peux aller à des étages, je suis en sécurité entre personnes queer, et c'est tellement puissant pour moi. Je le sens que mon cerveau, il est là. En fait, il y a plein d'armures qui peuvent baisser parce que je n'en ai pas besoin dans cet espace-là. Et alors, putain, moi, qu'est-ce que c'est dur de rester avec ces douleurs. Et en effet, je reconnecte et en fait, ça peut, comme un truc moisi dont j'ouvre les fenêtres, quoi, et c'est terrible. Et à la fois, en fait, faut que je retraverse, mais avec mon moi adulte, et c'est super réparant. Parce qu'en fait, je reste pas au même endroit du moment de la blessure et du rejet. Parce que, on est 30 ans plus tard, on est 20 ans plus tard. Ouais. Et j'ajouterai un dernier truc sur lequel j'ai une question pour toi. Moi, j'ajouterais, je ne suis pas seul. Je marche un peu avec sous le bras mon énorme douleur en mode aïe aïe aïe. Alors la seule chose où je peux fuir, c'est avec le sexe et la connexion aux autres. En tout cas, moi, j'observe pas mal de faits et je m'observe moi être un peu dans une bon, après, chacun son chemin, je vais pas juger. Moi, je m'observais, je l'ai dit directement, qu'en fait, il y a certaines connexions intimes et sexuelles où j'ai juste envie d'être validé, que quelqu'un me dise que je suis beau et un petit chat, et que j'arrête de penser à ces trucs si durs. Et à la fois, mon cerveau, je suis sûr, m'envoie ces souvenirs si durs parce qu'il est là, putain, là, on a l'occasion d'assainir, de réparer, vas-y, mon petit chat, là, on est prêt. Mais je suis jamais seul, je erre parfois dans la maison ou dans la forêt avec ma grosse douleur, et toujours je rencontre un petit Lorenzo assis sur le canapé qui me dit ça va. Enfin, dans la magie et la spiritualité de l'endroit, c'est que les invitations aux activités que tu peux prendre ou pas, faire à manger, couper des concombres, enfin c'est vraiment des trucs. Je suis pas seul. Et il y a un truc très puissant. C'est pas des thérapeutes, ce n'est pas une retraite médicale, il y a pas des psys, etc. Mais c'est impressionnant comment je suis aidé. Et moi, plus d'une fois, en me réveillant à ce rassemblement dans mon lit, à me dire mais putain, je vais me casser. D'ailleurs, j'ai failli me casser. J'ai failli partir. Je fais ma valise. Oui, je me souviens. Moi, quand je t'ai rencontré, en fait. On a eu une grande discussion parce que c'était le tout début et tu avais plein de doutes dans ta tête, tu te sentais pas à l'aise, tu étais un peu en train de péter un câble. Mais en même temps, tu étais très conscient sur la base des choses que tu me disais, j'avais l'impression que tu étais très conscient des choses que tu es en train de vivre. Mais c'est vrai que moi, je me suis demandé, je pensais, j'espère qu'elle va tenir. Mais après, ça pourrait aussi être que demain, elle décide de partir, en fait. Et finalement, tu n'as pas décidé de partir. Et finalement, vers la fin du rassemblement, tu étais totalement différent à niveau d'esprit. Je le voyais, tu te sentais bien, tu étais assez... comment dire, restaurer. Ouais, ça me va. Ouais. Comme une œuvre d'art, je te remercie. Oui, voilà. En fait, pour moi, c'est pas possible d'être malheureux, triste en groupe. Moi, j'ai toujours caché, en fait, l'impact de ma détresse. Ouais. Parce que, et donc, j'étais là, non mais moi, je peux faire rire personne. Je me suis tapé 2 énormes hémorroïdes, on va se dire les trucs, l'avant et l'après. Ouais. Genre, ça m'est arrivé une seule fois à une autre retraite fucking spirituelle. Et il y a quelques années. Et là, genre, les 2 premiers jours, je compte fleurettes, je creuse, je gratouille et tout. Et au 2e jour, bam, énorme hémorroïde. Ouais. J'avais une douleur de ouf. Donc, j'avais mal au corps. Ouais. Et j'étais dans une détresse et
pour moi, ce qui était tellement réparateur et qui pour moi est essentiel, c'est que moi, je disais à des fées... en fait, tout ça, ça m'a obligé à m'ouvrir. Soit j'allais partir, au moment où j'allais partir, il y a des fées qui m'ont parlé et à qui j'ai dit ma vérité. J'ai une douleur physique et une douleur psychologique. Et je te l'ai dit à toi aussi, tu vois. Et en fait, les fées m'ont dit, et j'étais là, mais moi, je peux faire rire personne. Moi, le Guillaume que je connais, c'est un leader inspirant. C'est ce masque-là que je peux offrir et c'est la seule façon qu'on peut m'aimer. Moi, genre, personne ne va aimer un mec qui a mal au fion avec des hémorroïdes et qui, du coup, peut pas faire aucune des activités où on va courir je sais pas où et qui est juste triste et qui pleure. Pour moi, et en fait, c'était transformateur ce rassemblement parce que j'ai pu être moi et j'ai attiré à moi et j'ai connecté profondément à des gens. Enfin, j'étais le seul à avoir peur de ma tristesse. Hein. Les gens, ils trop chou, trop bien. Mais en fait, oui, mon ressenti de toi au rassemblement, c'était que, en fait, tu as connecté avec beaucoup de personnes et tu étais vraiment dans l'échange intime et toi, ça m'étonne pas. En fait, on s'est rencontrés pour la première fois au rassemblement, du coup, on se connaissait pas avant. Mais là, je découvre un peu des choses sur ta vie, incluant ces podcasts. Et je vois comment l'échange intime, c'est quelque chose qui te correspond très bien et que c'est vraiment toi. Et du coup, tu as vécu les rassemblements comme ça. Et du coup, je te vois échanger de façon, échanger et créer des situations intimes, papoter avec les gens de façon un peu, comment dire, profonde. Et ça, c'est... Ouais, j'avais l'impression qu'en fait, c'était quelque chose qui te venait très facilement, en fait, que tu faisais très facilement. Et du coup, j'avais l'impression que finalement, tu étais plutôt à l'aise. Aussi parce que c'est un environnement où les gens répondent beaucoup à ça, en fait, parce que tout le monde est très... En fait, les hémorroïdes... Les hémorroïdes qui étaient une détresse médicale où j'étais là, non mais en plus donnez-moi une fucking salle de bain. Enfin en fait, au moment où j'ai fait ma valise la nuit du 2e jour et où j'attendais sur le canapé là avec ma valise que quelqu'un qui a une voiture se réveille pour m'amener. Et heureusement qu'on n'a jamais vraiment trouvé cette personne avant que j'ai le temps de parler à 3 fées. Et dès qu'on l'a trouvé, il m'a dit je suis prêt à partir. Et j'étais là, en fait je vais rester un jour de plus. Et en fait... cette détresse, physique et mentale, quand j'ai décidé de rester un jour de plus en me disant, en fait, si la douleur, parce que la douleur était tellement énorme, et en fait, j'avais, en plus de la douleur, de la panique. Une fois, je suis redescendu à juste, c'est une douleur gérable, et que je savais que j'avais pas besoin d'aller voir un médecin et tout. En fait, la douleur a enlevé mes masques. En fait, du coup, quand les gens... je me suis raconté. J'ai dit vraiment ouvertement mes peurs et tout. Et je pense que si j'ai une capacité d'intime, j'ai aussi une capacité de masque ultra puissante. Je masque énormément. Et en fait, tout ce podcast, pour moi, c'est vraiment une tentative un peu magique d'enlever les masques, tu vois. Mais toi, je trouve que j'ai su... Et puis, je veux juste... Je vais après te redonner la parole pour dire, et toi, ton rassemblement. Et je terminerai juste sur... c'est fou comme j'ai vécu de la sensualité et de l'amour à ce rassemblement. Tu sais, j'ai commencé en disant je cherchais du sexe un peu rapide, un peu de la conquête et tout. Et en fait, je suis un peu tombé amoureux pendant ce rassemblement de quelqu'un. Et c'était réciproque, avec qui il n'y a pas eu de charnel. Mais j'ai découvert des trucs où j'étais là. Mais attends, et c'est une personne à qui je me suis ouvert et totalement raconté. Et aussi, il y a des gens qui sont venus à moi, qui étaient attirés par moi, romantico-sensuellement, et j'étais là, mais attends, mais je suis quand même le mec avec 2 énormes hémorroïdes qui le raconte à tout le monde. C'était trop beau, c'était réparant pour moi à plein d'endroits. J'ai l'impression qu'on s'est un peu interrompu, t'étais en train de raconter toi, ce rassemblement, ce que t'as vécu pour toi. On parlait aussi de la sensualité... En fait, je disais qu'au début, je connectais la sensualité à la sexualité et finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que en fait, ce sont 2 choses qui peuvent rester séparées, peuvent aussi aller ensemble, mais en fait, les touches,
se câliner, tout ça, c'est quelque chose qui est en soi quelque chose qui peut être très puissant sans avoir du sexe ni rien. Et là, c'est rassemblement, par exemple, par rapport à ça. Moi, j'ai eu de la sexualité avec 2 personnes et j'ai eu énormément de sensualité. Toi, à un moment donné, j'ai roulé un pelle avec quelqu'un, mais c'était un truc plutôt vraiment un truc hyper d'un moment, quoi. Et j'ai jamais pensé, peut-être on va baiser. Non. C'était juste, oui, ça c'était parfait, parce qu'en fait, on le sentait tous les deux, et c'est comme ça, et c'est fini. Et se prendre dans les bras, se câliner, et tout ça, je l'ai fait avec plein de gens, je l'ai fait avec toi aussi, toi. Et ça veut pas dire et j'ai pas des attentes sexuelles, j'ai pas des propos sexuels, et du coup, alors qu'au début, je me souviens que pour moi, la première fois que j'ai commencé, que j'ai commencé à me câliner avec quelqu'un, toi, on s'est touché un peu, on faisait des câlins, mais comme ça, moi, j'étais immédiatement dans ma tête, j'ai commencé à penser, alors, après, qu'est-ce qu'on fait? En fait, peut-être qu'on va baiser quelque part. Alors, je m'organise comment? Toi, ma tête allait partir dans les projections, le rationnel, etc. Alors que c'était vraiment pas ça. Du coup, ça, c'était une évolution, certainement. Et pour moi, aujourd'hui, la sensualité est un truc hyper important. Et c'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de sensualité avant, mais simplement que je les peux reconnaître, les peux identifier, et c'est quelque chose d'important, et ça a changé aussi ma vision du sexe aussi. Parce que, par exemple, oui, il peut avoir des câlins sans sexe, il peut... je sais pas, depuis un peu de temps, j'ai commencé aussi à ma vie sexuelle. Parfois, toi, je peux avoir du sexe avec quelqu'un, on s'arrête, on commence à parler, commence à faire des caresses comme ça, et après on reprend, et après finalement on décide que ok, on va arrêter là parce que c'était... On n'éjacule pas, tu veux dire? On n'éjacule pas, oui, et du coup, vraiment, ce sont des choses que avant, en fait, je pensais pas. J'étais un peu dans ces flous de, toi. C'est pas un flou, c'est des règles du jeu. Oui. J'ai l'impression que dans les rassemblements, c'est un endroit, et c'est pour ça que le cerveau, c'est pour ça que c'est du travail, entre guillemets. En tout cas, c'est pour ça que je pense que nos cerveaux humains, ils adorent les règles du jeu, les automatismes non dits, parce que ça structure et ça cadre. Je trouve que c'est un endroit où on rebat les cartes, on s'autorise à explorer autre chose. Par exemple, en fait, la sexualité, c'est pas forcément ceci, c'est peut-être aussi cela. Tu trouves pas que c'est pas tellement flou, c'est que tu avais des automatismes que tu as acquis de je sais pas quoi. Une culture gay pas mal non dite, et d'une culture sexuelle pas mal interdite. Totalement, mais aussi le fait que tu rencontres, j'ai rencontré personnellement tellement des personnalités différentes, et du coup des façons d'être aussi sexuellement différentes, que finalement tu casses les règles. Tu vois qu'en fait il n'y a pas vraiment de règles. Que on a un peu ces petits clichés qui viennent plutôt du porno, moi je dirais. Comment l'acte sexuel ça doit se dérouler. Mais finalement, la vie vraie, évidemment, il n'y a vraiment pas de règles, et il n'y a que des options, en fait. Il y a tellement des options. Et du coup, les pornos, ça devient un peu une espèce de caricature, quoi. Complètement. J'ajouterais aussi que c'est des espaces qui, moi, m'aident énormément sur les nuances dans le genre, dans la performance du genre. Tu vois ce que je veux dire? Comment chacune peut s'exprimer
de son genre ou son identité dans une granularité, une complexité, une boule à multifacettes. Ouais. Qui, moi, alors je trouve que la vie en communauté est pas toujours évidente et je trouve qu'il y a des gens, quoi. Il y a des gens avec qui j'ai plus de mal, il y a des gens que je juge, blablabla, ou avec qui j'ai moins de liens, et il n'y a pas toujours que de la bienveillance aussi, je trouve. Mais la communauté, tu veux dire quoi? Dans le groupe qui se forme, même s'il y a une sécurité, parce que c'est pas bisounours, mais je trouve que chaque personne qui est autorisée à être multifacette m'inspire et me fait tellement de bien. Ah ouais. Parce que c'est des miroirs où je me dis, oh, mais moi, je peux être tellement plein de choses. Ouais. C'est tellement des autorisations magnifiques. Même, je dirais aussi dans l'expression des personnalités, celles et ceux qui parlent plus, parlent moins. Tout le monde a une valeur. Ouais. Alors même que, tu vois, c'est pas comme à la cour de récré où c'est celui qui crie le plus fort qui va... Je trouve qu'il y a aussi dans les jeux de pouvoir un peu invisibles un soin et tout, c'est magnifique. Ouais. Il y a aussi de la curiosité. En fait, tu vois que dans les regards des autres, qu'il y a aussi un désir de te découvrir, même si tu es différent. C'est pas ah bon, bah tu es différent, bah ok. Toi, les gens sont hyper ouverts, etc. Et c'est intéressant que tu parles du genre. Parce que c'est aussi, pour moi, c'est un espace que, en fait, moi, je me sens homme, très simplement, mais évidemment, j'ai un côté féminin. Et pour moi, parfois, toi, jouer avec ça peut être un truc hyper intéressant et libératoire, en fait. Et du coup, et sur ça, moi, à niveau culturel, je pense que j'ai vraiment beaucoup de préjugés, d'impositions, Tu ne dois pas être efféminé. Oui, c'est ça. Et ok, c'est un peu cliché de dire que la culture italienne est machiste, mais c'est aussi un peu vrai. Mais du coup, l'homme doit être homme. Mais en même temps, oui. C'est intéressant. Et pour moi, c'est intéressant aussi de découvrir l'être queer, tout simplement. Découvrir l'être une espèce de créature magique inventée qui est arrivée dans notre planète, quoi. Toi, du coup, pour moi, c'est vraiment la magie de dire, en fait, tu peux utiliser ta créativité et ta ta façon d'être pour créer toi-même. Ça, c'est vraiment les beaux, comment dire, les plus grands bouts d'être chez les faits pour moi. Tu m'as dit que dans la continuité des faits, de ta participation à ces rassemblements, dans le vrai monde, quand tu rentrais chez toi, tu as eu un déclic pour commencer le podcast Ma vie de licorne. Oui. Et que tu m'en as parlé comme un élément clé de ton exploration, de ta reconstruction. Ouais. Tu veux en dire deux mots? Oui. T'as pas l'air satisfait par mon petit pont. Non. Ok, t'es content? Oui, je suis hyper content. T'es pas obligé. Non, franchement. Et alors, oui, alors déjà, il y avait deux choses clés d'un côté, aller chez les faits, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à m'autoriser, à m'exprimer et à faire les choses. Et du coup, petit à petit, vraiment, j'ai travaillé sur ça, sur sentir que vraiment j'ai une valeur et que je peux m'exprimer moi-même est quelque chose de positif. Malgré les résultats, toi, ça dépend pas des résultats. C'est pas un truc de performance de dire, ok, bah, si je m'exprime, il faut que mon expression soit, toi, les résultats de mon expression, de coup, mon travail soit les meilleurs travail. Non, on s'en fout. Le point, c'est de m'autoriser à m'exprimer et les faire. Point. Et du coup, d'un côté ça, et d'un autre côté, évidemment, bah, j'avais quand même envie de faire un travail de création. Et je me suis retrouvé un peu à me dire, mais en fait, là, dans ma vie, je suis contourné des personnes dont les faits sont la plupart.
et qui ont des parcours de vie qui sont incroyables. Du coup, moi, je l'ai fait, par exemple, j'ai rencontré pour la première fois des travailleurs et travailleuses du sexe. Et dans ma vie, franchement, j'avais jamais pu échanger avec des personnes qui font ce travail et comprendre un peu. Et ça m'a donné l'opportunité de comprendre et d'échanger avec ces personnes. Et j'étais fasciné, en fait, parce que ils ont, évidemment, même ces personnes ont des parcours très différents entre elles. Mais aussi d'autres types de chemins. J'ai rencontré une variété incroyable de personnes. Et je me suis dit, en fait, il y a un décalage tellement abyssal entre petit Lorenzo qui grandit à Milan dans une famille classe moyenne hétéronormée dans laquelle on n'a vraiment pas d'autre chose, et en réalité dans laquelle je me trouve Lorenzo adulte qui connaît et tellement des gens avec des parcours inspirants et incroyables et inimaginables parfois, qui se sont inventés en fait, qui se sont créés, qui se sont autorisés à aller dans le monde et dire wow, là, je vais faire ça en fait parce que j'ai besoin de faire ça et je vais casser les codes et je m'en fous et je vais les faire. Et évidemment, la plupart avec que de la bienveillance. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement énorme la chose que je suis en train de vivre dans les prisons. Et si je pouvais avoir une, comment on dit en français là, une machine pour voyager dans les temps et retourner dans les passés, moi, j'aurais tellement de choses à raconter au petit Lorenzo, pour les rassurer et dire regarde ça, en fait il y a tellement d'options, tranquille, ça va aller, toi il est rassuré. Alors moi j'ai découvert qu'il est là qu'il est là avec nous. J'ai découvert que nos petits ils sont en nous. Bah oui. Et t'as pas l'impression que au fil de ces témoignages, parce que moi je me retrouve vachement parce que c'est la même chose pour ce podcast, au fil de ce témoignage, face tous ces gens qui s'autorisent, tu l'as dit, qui cassent les codes hétéronormés, c'est de la nourriture pour toi, de l'inspiration, ouais. Mm-hmm. Et tu m'as dit que une des choses sur lesquelles tu détricotais, c'est beaucoup le polyamour. Oui. Est-ce que Voltaire, l'effet radical, ton podcast, est-ce que tout ça t'a aidé sur ce chemin de polyamour et tes questionnements en tout cas? Oui, certainement. Dans le sens que certainement j'ai rencontré, j'ai pu voir des chemins de polyamour inspirants. Et certainement, il y a des... En fait, polyamour, c'est un mot hyper vaste. En fait, c'est comme un gros parasol sous lequel il y a des milliers de réalités différentes. Mais oui, en général, j'ai pu voir et écouter des témoignages dans la vie, dans mon podcast, partout, des hyper inspirants. Et dans ma vie, en fait, j'ai pu tester les premières fois, d'ailleurs, à Voltaire, des situations de polyamour. Une fois, j'étais à Voltaire et j'avais deux connexion très très forte avec deux faits et on a géré tout ça de façon magnifique en fait. Tu vois, il y avait on s'est parlé beaucoup, comment on se sentait, on s'organisait. Alors ce soir tu dors avec quoi, tu veux dormir avec lui, toi des trucs comme ça. Et du coup ça c'était évidemment la boule de Voltaire. Du coup, c'était un lieu d'expérimentation. Après, dans la vraie vie, j'ai eu une histoire un peu courte avec deux, qui après c'est devenu une histoire avec une seule personne.
Et là, par exemple, j'ai rencontré récemment un couple avec qui j'ai une connexion et une dynamique à trois très intéressante. Mais si je dois être honnête, moi, je suis en train encore de découvrir sur ça. Parce que toi, les choses que tu m'as racontées avant, moi, je pourrais pas, parce que je me sens comme ça quand c'est mon copain revient et dit, en fait, je le sens moi aussi. C'est-à-dire que moi, je découvre et même si je connais la théorie, et une fois que je me trouve dans la situation pratique, je peux finalement découvrir comment vraiment je me sens quand quelqu'un dont je suis amoureux vient me dire « Ah, en fait, j'ai rencontré ces mecs hier soir, tellement chouette, comme ça. » Évidemment, c'est pas que je reste comme ça et je dis ah oui, bah je suis tellement content pour toi. Évidemment, j'ai des réactions et évidemment je suis où est-il que je l'assassine? ouais, j'ai des réactions de jalousie, etc. Mais parce que la jalousie, c'est un sentiment humain de survie. Oui. J'ai l'impression que pour moi, c'est dans mon apprentissage du couple ouvert, vachement ça que j'ai découvert et qui, à mon avis, peut se connecter au polyamour. Oui. Et qu'en fait, mon sentiment de jalousie, j'ai envie de lui faire de la place parce qu'il s'évanouit souvent assez rapidement. Mais c'est vrai que moi, quand tu me racontais là même ton expérience à Voltaire, des deux amours parallèles et tout, ben moi, à ce rassemblement-là, j'étais aux premières loges. Et je pense qu'en termes de défi, c'était le truc qui me faisait le plus peur et dont j'avais certainement besoin. J'étais aux premières loges d'une histoire d'amour entre mon premier crush qui après m'a rejeté et après il a vécu une histoire d'amour avec quelqu'un que j'aimais beaucoup en plus et c'était vachement apprenant et vachement difficile et moi mon cœur se serre dès que tu me parles de polyamour et de cet autre amoureux qui te dit viens avec qui je dors ce soir et tout quoi. Ouais. Et toi aussi tu te sens au début du chemin avec beaucoup d'émotions. Le moment où tu es confronté à la réalité. Oui, mais pour moi, la chose, c'est pas que on arrive quelque part. C'est pas que, pour moi, on n'arrête jamais de découvrir. C'est plutôt qu'on gagne des outils pour comprendre qu'est-ce que ça passe. Et du coup, on apprend peut-être à gérer les choses aussi et à de quoi on a besoin et comment faire fonctionner les choses. Et du coup, pour moi, je me trouve dans ces chemins-là. Mais à Voltaire, c'est intéressant la chose que tu viens de dire parce que moi aussi, il y a un moment que, en fait, j'avais d'abord connecté sexuellement avec quelqu'un et après j'ai commencé à connecter sensuellement. Mais du coup, on se faisait beaucoup de bisous. Et on est toujours, on était là. L'un dans les bras de l'autre tout le temps, non, pas tout le temps, mais longtemps, etc., etc. Et à un moment donné, je me suis trouvé à me sentir coupable et dire mais peut-être je dois parler avec l'autre et lui dire qu'en fait je suis en train de vivre ça, etc., etc. Du coup, il y a des défis et je pense que les défis n'arrêtent jamais, en fait, quand tu es dans des situations comme ça. C'est plutôt que quand la situation se présente, savoir, avoir au moins des idées de quoi faire pour chercher de respecter soi-même et les autres. Les autres, ouais. Sachant qu'en plus, pendant un rassemblement à Voltaire, tu captes pas le téléphone, il y a un huis clos. Enfin, moi, j'ai enfin compris pourquoi dans les télé-réalités d'enfermement, ils pètent tous des plombs, quoi. Parce que je trouve que le niveau d'émotion et de ressenti à Voltaire est x10. Donc, 2 jours, t'as l'impression que c'était là depuis 2 semaines. Et donc, il y a aussi c'est une bulle assez particulière qui est très vivante et vibrante. C'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, c'est intéressant. Je fais le lien entre. J'ai l'impression qu'une des grosses blessures et un des énormes défis, mais que je partage avec toi, c'est l'estime de nous-mêmes. En fait, être aimé par quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, ça vient chercher notre estime. Moi, en le sous-texte, quand quelqu'un est amoureux devant moi de quelqu'un d'autre, c'est moi, pendant tout mon rassemblement, je me suis dit, je ne suis pas assez. J'ai la preuve. Le mec, au début, il était avec moi, et après, il m'a lâché avec mes hémorroïdes,
Mais je dois vraiment être genre si moche, si nul et si... Bon, en fait, Et moi aussi. Hein, il vivait autre chose, il avait besoin d'autre chose, et puis il y avait plein de trucs qui se... Ouais. Mais au final, c'est ça, et c'est intéressant parce que c'est la blessure originelle du petit Lorenzo à Milan, quoi, l'estime de soi. Bah oui. Tu viens te challenger à l'endroit. En fait, malgré toi, j'avais des connexions, j'avais, des retours positifs. Je me concentrais que sur les retours négatifs. Là, ça, ce rassemblement? Oui, ça, c'est mon... En fait, c'est un côté à moi que parfois, ça m'embête pas mal. Mais des gens t'ont fait la cour ou t'ont validé, t'ont dit, tu es très beau, j'ai envie de toi. Oui, au même, on a couché ensemble, etc. Et moi, je me sentais rejeté par ceux qui, en fait, n'étaient pas intéressés. Et, du coup, parfois, mon cerveau vraiment met en évidence les négatifs. Et ça, c'est vraiment, oui, comme tu l'as dit, c'est l'estime de soi-même qui reste, qui est pas facile à gérer toujours. Et certainement, j'espère de pouvoir y continuer à travailler pour chercher d'avoir un peu plus d'équilibre sur ça. Moi aussi. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'il y a une dernière chose ou une conclusion sur laquelle tu veux t'arrêter? Comme tu veux. Je te laisse le choix. Non, je pense que ça peut aller. Je sais pas combien on a parlé, mais... Longtemps. Et c'était très bien. Merci. Merci. Merci à toi, Guillaume. Ouais. C'est toi que j'ai... En fait, c'est suite à l'épisode où j'ai enregistré mon poème à Voltaire. C'est toi qui m'as envoyé un texto pour me dire que le texte avait touché. Et c'est ce texto-là où je me suis dit... Ah, mais j'avais justement, tu as des auditeurs qui me disaient « Ah, mais tu peux raconter un peu l'effet radical et tout ». Et quand j'ai reçu ton texto, je me suis dit « Ah, mais c'est lui, c'est sûr ». Et c'est peut-être pas pour raconter l'effet radical, mais lui, bien sûr. C'était vraiment une évidence et je suis trop content qu'on l'ait fait. S'il y a des gens qui ont envie de t'envoyer des emails ou des Instagram, si des gens qui avaient envie de te contacter, sache que tu as la liberté... Si tu le décides, de mettre un point de contact que je mettrai dans le descriptif de l'épisode. Si tu décides que pas, les gens iront voir et il n'y aura pas. Je mettrai aussi les liens vers ton podcast, Ma vie de licorne, qu'on peut aller écouter, sur la même application d'écoute qu'on est en train d'utiliser là, que l'auditeurisme. Ouais. Et voilà, merci à toi. Merci beaucoup. Merci aussi au-delà du podcast, Guillaume, parce que c'était très beau de te rencontrer. Je vais devoir te faire un câlin. Je coupe et je te fais un câlin. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditeuristes. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner.
dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.